Dans une terre où l'hiver serre le monde presque toute l'année et où les températures plongent près de -60 degrés Celsius, survivre semble impossible. Pourtant, sur la péninsule de Yamal, en Russie, à travers une toundra blanche sans fin, les nénettes tiennent bon grâce à une coopération discrète entre familles nomades. Il n'y a ni village ni route, seulement des rennes, de la glace, de la neige et les lois implacables de la survie. Comment s'appuient-ils les uns sur les autres pour affronter cet hiver mortel? Ce voyage nous conduit au bord de l'Arctique, là où les nénettes révèlent le véritable sens de l'endurance. Leur histoire remet en question tout ce que nous croyons savoir sur la survie. Numéro 1. Yamal, là où l'hiver est un état de vie. La péninsule de Yamal se situe dans le nord de la Russie, une étroite bande de terre s'avançant dans l'océan Arctique, où l'hiver n'est pas simplement une saison, mais une condition permanente. Les températures chutent jusqu'à -50 à -60 degrés Celsius, parfois plus bas encore, et le froid ne frappe pas soudainement. Il s'installe et use lentement toute chose. Il n'y a ni forêt, ni barrière de béton, ni grande ville pour offrir un abri. Sur cette vaste toundra ouverte, les familles survivent dans des tentes mobiles exposées au vent, à la glace et à de longs mois d'obscurité. Yamal est le foyer des nénettes, un peuple nomade dont la vie est indissociablement liée à ses troupeaux de rennes. Leur population est réduite et en déclin. Mais ce qui définit Yamal n'est pas le nombre, c'est le mouvement. Lorsque l'automne s'efface, la communauté se prépare à sa migration annuelle, année après année, quittant le nord de la péninsule pour descendre progressivement vers des régions plus supportables. Ce voyage ne vise pas le confort, mais l'évitement de territoires où le froid brutal et les vents puissants dépassent les limites des humains comme des animaux. Contrairement aux sociétés sédentaires, les nénettes n'ont ni maison permanente, ni système de chauffage moderne. Tout ce qu'ils possèdent doit rester transportable. Leurs tentes sont montées et démontées de nombreuses fois chaque année, et leur seule source de chaleur provient de rares branches ramassées le long du trajet. Dans ces conditions, choisir le bon moment et le bon itinéraire devient une question de survie. Les rivières qui servaient autrefois de route hivernale fiable sont désormais de plus en plus imprévisibles. La glace se forme plus tard, s'amincit et devient moins stable qu'auparavant. Guider des familles et des centaines de rennes à travers des rivières gelées est toujours dangereux. Même une glace fragile peut céder, entraînant hommes et animaux dans une eau glaciale où la chaleur corporelle disparaît en quelques minutes. Pour cette raison, les traversées ont lieu la nuit. Lorsque l'air devient plus froid, la glace durcit, réduisant légèrement le risque. Dans l'obscurité profonde de l'Arctique, des caravanes d'hommes et de rennes avancent en silence, guidées par des générations d'expérience, lisant la glace et le vent, tandis qu'elles poursuivent leur route vers le sud. Numéro 2. Migration saisonnière pour éviter la mort. Pour les nénettes, les troupeaux de rennes ne sont pas des biens, mais un mode de vie. Chaque rythme de l'existence, chaque décision de déplacement et même la structure de la famille tournent autour de la santé du troupeau. Les rennes fournissent la nourriture, les vêtements, le transport et les moyens de survie dans la toundra. Lorsqu'un animal s'affaiblit, ce n'est pas seulement une perte, mais un signal d'alerte pour la communauté. La menace n'est pas le froid en lui-même, mais l'environnement changeant dont dépendent les rennes. En hiver, la terre disparaît sous des couches de neige et de glace. Les lichens, leur principale source de nourriture, restent accessibles si le troupeau peut creuser à travers la surface gelée. Lorsque le temps devient instable et que la pluie tombe sur la neige avant de geler, la surface durcit comme de la pierre. Dans ces conditions, même les rennes les plus expérimentées peinent à trouver suffisamment de nourriture. Si le troupeau n'est pas déplacé vers des zones offrant de meilleurs pâturages, le risque de famine augmente rapidement. Pourtant, migrer est loin d'être simple. Les routes traditionnelles autrefois fiables sont devenues incertaines. Les rivières et ruisseaux gèlent de manière inégale, avec une glace épaisse à certains endroits et fine à d'autres, obligeant les nénettes à peser chaque pas en guidant leurs animaux. L'été apporte le défi inverse. Les rennes sont faits pour le froid. Une chaleur prolongée les épuise, réduit leur alimentation et accroît leur vulnérabilité aux maladies. Leur instinct les pousse vers le nord, où des vents plus froids et des pâturages offrent un soulagement. S'ils restent trop longtemps au sud, le stress se propage dans le troupeau et les animaux les plus robustes peuvent s'éloigner à la recherche de meilleures conditions.
C'est pourquoi les nénètes doivent maintenir un cycle migratoire entre le nord et le sud de la péninsule. Ce mouvement n'est pas facultatif, mais essentiel à l'équilibre. Même une modification des schémas de migration peut entraîner des conséquences en cascade, menaçant la survie du troupeau et les vies qui en dépendent. Numéro 3. Alors que les troupeaux de rennes sont contraints de se déplacer sans cesse pour survivre, les nénètes ne peuvent vivre dans des habitations fixes. Sur la péninsule de Yamal, la maison n'est pas un lieu inscrit sur une carte, mais un abri que l'on peut ériger et démonter à tout moment. Elle doit voyager avec le troupeau, à travers la glace, le vent et l'obscurité, saison après saison, sans interruption, au milieu des tempêtes de neige et des semaines où la lumière du jour ne revient jamais. Les tentes nomades des nénètes utilisent environ 30 longues perches en bois, réunies au sommet et écartées à la base. Cette forme conique permet à la tente de résister aux vents violents de la toundra et empêche la neige de s'accumuler sur le toit. Une ouverture est toujours laissée au sommet pour laisser s'échapper la fumée, car le foyer à l'intérieur est le centre de toute activité. La structure en bois est recouverte de plusieurs couches épaisses de peau de renne, créant une isolation naturelle entre les habitants et le monde extérieur. Lorsque le feu brûle régulièrement, la température intérieure peut se maintenir autour de 20 degrés Celsius, suffisante pour cuisiner, se reposer et dormir durant les longues nuits d'hiver. Mais cette chaleur n'est jamais garantie. Si le bois vient à manquer ou si le vent éteint les flammes, la température peut chuter en dessous de 0 degrés Celsius en très peu de temps, même avec plusieurs couches de peau. Ainsi, ramasser du bois et entretenir le foyer devient une tâche constante, surtout en hiver, lorsque les arbres sont rares. Le foyer est à la fois un lieu pour se chauffer et cuisiner, et un point de rassemblement pour toute la famille après une rude journée dans la toundra. L'intérieur est organisé avec soin pour faciliter les déplacements. Chaque objet a une place fixe, se démonte rapidement et se charge aisément sur un traîneau. Dans l'isolement arctique, une petite radio à l'intérieur de la tente devient un moyen rare d'obtenir des informations météorologiques et de maintenir un contact fragile avec le monde extérieur. Numéro 4. Une maison que l'on peut construire, puis faire disparaître. Contrairement à l'image répandue de grandes tribus regroupées, la société nénète s'organise en familles élargies, mais clairement distinctes. Chaque groupe réunit généralement plusieurs dizaines de personnes, liées par la parenté et responsables de la gestion de leur propre troupeau de rennes. Cette taille n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une adaptation à la survie sur la toundra, où des ressources limitées ne peuvent soutenir des communautés trop nombreuses au même endroit. Les familles nénètes sont dispersées à travers la péninsule de Yamal, souvent séparées par des dizaines de kilomètres. Elles ne forment pas de village fixe et ne mélangent pas leurs troupeaux avec ceux d'autres groupes. Bien qu'elles migrent selon un axe nord-sud de la péninsule, chaque communauté suit son propre calendrier, son itinéraire et son rythme, en fonction de l'état du bétail et des conditions du territoire. Au sein de chaque groupe, il y a toujours un chef, généralement un homme plus âgé, riche d'une grande expérience dans l'élevage et d'une connaissance intime de la toundra. Il décide du moment de la migration et assume la responsabilité de répartir les tâches, de régler les différends et de protéger l'ensemble du groupe. L'autorité ne vient pas de lois écrites, mais de la confiance forgée au fil des années de survie dans un climat brutal. Toutes les décisions majeures concernant le troupeau reposent sur son jugement. Quand partir, quel chemin emprunter, combien de temps rester au même endroit, chaque choix exige une réflexion attentive. Une mauvaise décision n'affecte pas une seule personne. Elle peut coûter au groupe sa seule source de survie. Bien qu'ils vivent au sein de la Russie moderne, les nénètes ne se considèrent pas comme faisant partie du monde slave. Ils forment un peuple distinct, avec leur propre langue, leurs coutumes et une histoire enracinée sur cette terre bien avant l'émergence des États modernes. Pour eux, Yamal n'est pas simplement une région administrative, mais une patrie vivante transmise de génération en génération. Indissociable de routes migratoires précises et des troupeaux de rennes qui définissent leur existence. Numéro 5. Une société nomade sans village. Dans la vie quotidienne des nénètes, le temps ne se mesure pas à l'horloge. Personne ne demande quelle heure il est. La journée commence seulement lorsque la lumière, le vent et la température permettent de sortir en toute sécurité. La nature, et non les chiffres, décident du début de l'action.
Le temps se comprend à travers les changements du ciel, le bruit du vent sur la toundra et le comportement des rennes. Si l'obscurité persiste, mais que l'air est calme, le travail peut commencer tôt. Si le jour se lève, mais que le vent change de direction, tous les projets peuvent être immédiatement reportés. Il n'existe aucun horaire fixe. Chaque journée est un processus continu d'observation et d'adaptation. Quand la neige est souple, on répare les traîneaux. Quand les vents se renforcent, on reste près des tentes, à raccommoder les pots, resserrer les cordes, vérifier de petits détails pourtant essentiels. Le temps n'est pas contrôlé, il est utilisé lorsque les conditions le permettent. Les retards ne sont pas des erreurs, car l'environnement prend toujours la décision finale. La manière dont ils transportent leurs affaires reflète cette logique. Il n'existe pas d'objet gardé au cas où. Chaque chose doit prouver son utilité pendant la migration. Ce qui est rarement utilisé est laissé derrière. Ce qui est irréparable est abandonné. Le minimalisme ici n'est pas un style, mais une nécessité. Nettoyer, organiser et préparer le départ se fait en silence. Il n'y a pas de liste écrite, seulement des tâches à accomplir avant que la météo ne change à nouveau. Chaque geste est efficace, afin d'économiser l'énergie et la lumière du jour. Voyager avec moins d'objets signifie avancer plus vite et plus sûrement. Dans ce rythme, être au bon moment compte davantage que suivre un programme. Les nénets ne cherchent pas à contrôler le temps. Ils s'y adaptent, avançant avec la toundra, où les conditions peuvent changer en quelques heures sans avertissement. Numéro 6. Vivre avec le vent, pas selon l'horloge. Sur la péninsule de Yamal, l'eau n'est jamais garantie pendant l'hiver. Lorsque rivières et ruisseaux gèlent complètement, la seule source pour boire, cuisiner et se laver provient de neige propre ou de blocs de glace découpés à la surface du fleuve. La neige est pelletée dans de grandes marmites en métal et chauffée pendant des heures sur un feu de bois à ciel ouvert. Même ainsi, une marmite pleine de neige fondue produit peu d'eau, ce qui signifie que chaque goutte doit être utilisée avec soin. En raison de l'effort nécessaire, les bains ne sont pas fréquents. En hiver, les nénets peuvent se laver 1 ou 2 fois par semaine, parfois encore moins lorsque les vents violents soufflent ou que le bois de chauffage devient rare. Ils ne se lavent pas selon un calendrier fixe, mais attendent des jours où les conditions sont suffisamment sûres. La toilette se fait rapidement en essuyant le corps avec une petite quantité d'eau tiède, en évitant une exposition prolongée à l'humidité, car une peau mouillée accélère la perte de chaleur. Dans la vie quotidienne, des vêtements adaptés sont plus importants qu'une toilette régulière. Au lieu de laver les vêtements comme dans les régions plus chaudes, les habits sont séchés près du feu, suspendus dans le vent glacial ou battus avec de la neige pour les nettoyer. L'objectif n'est pas seulement la propreté, mais surtout la sécheresse. Même un tissu légèrement humide peut retirer la chaleur du corps en quelques heures. Les vêtements d'hiver comprennent généralement 4 à 6 couches étroitement ajustées. Une couche intérieure douce maintient la peau sèche, suivie de fourrure de renne tournée vers l'intérieur pour retenir la chaleur. La couche extérieure, faite de peau avec la fourrure tournée vers l'extérieur, bloque le vent et la neige. Par froid extrême, une couche supplémentaire en cuir est ajoutée. Les bottes, les gants et les bonnets suivent le même principe de superposition, protégeant chaque partie du vent. Numéro 7. Le bain, les vêtements et la bataille pour la chaleur. Pendant l'hiver sur la péninsule de Yamal, la nourriture n'est pas une question de goût, mais de survie. Avec un sol gelé toute l'année et aucune culture possible, l'alimentation des nénets dépend presque entièrement de la viande. Les calories signifient la force, car l'énergie est ce qui maintient le corps en vie dans un froid extrême. La viande de renne définit presque chaque repas, parfois complétée par des animaux chassés. Il n'existe aucune notion de végétarisme ou de régime. L'énergie est la priorité absolue, alors que les températures descendent bien en dessous de 0 pendant des mois. À l'intérieur de la tente, une marmite de soupe mijote presque toujours sur le feu. Le bouillon, préparé à partir d'os et de morceaux gras, est épais et nourrissant, aidant le corps à conserver la chaleur plus longtemps. Ce qui surprend les visiteurs, c'est que la viande n'est pas toujours cuite. La viande fraîche et crue est souvent découpée en petits morceaux et consommée immédiatement après l'abattage, encore tiède. Ce n'est pas par manque de moyens de cuisson, mais parce que la viande crue conserve mieux ses nutriments dans le froid intense. Dans les conditions arctiques, l'air glacé agit comme un système de conservation naturelle. L'eau représente un autre défi. Il n'y a ni pluie,
ni rivière coulante en hiver. Chaque goutte provient de la neige. Celle-ci est recueillie dans de grandes marmites, placées sur le feu, fondue, puis portée à ébullition pour boire et cuisiner. Cette tâche quotidienne consomme du temps et du combustible. La vie nomade ne signifie pas l'isolement du monde moderne. À l'intérieur de la tente, on peut trouver du pain venu d'une ville lointaine, des biscuits, du thé séché, du savon et du liquide vaisselle. Les fruits sont rares, mais lorsqu'ils sont disponibles, ils sont soigneusement découpés et partagés. Ces détails illustrent l'équilibre entre une nature rude et l'influence moderne, où les nénets n'emportent que l'essentiel et laissent le reste derrière eux. Numéro 8. Viande crue, neige fondante et énergie de survie. Sur la péninsule de Yamal, dormir n'est pas un repos complet, mais une partie intégrante de la survie. Pendant l'hiver, la nuit polaire recouvre la toundra pendant des mois sans lever de soleil. Le soleil disparaît sous l'horizon et le temps n'est plus divisé entre le jour et la nuit. Les nénets dorment lorsque le travail le permet et non lorsque l'obscurité tombe. À l'intérieur de leur tente, les familles s'allongent ensemble autour d'un feu central pour se réchauffer. Les positions de sommeil suivent un ordre précis. Les personnes âgées et les jeunes enfants sont placés au plus près de la chaleur. Les femmes dorment légèrement, prêtes à se réveiller lorsque le feu commence à faiblir dans le silence. Si les flammes s'éteignent pendant la nuit, la température à l'intérieur de la tente peut rapidement descendre en dessous de 0 degré Celsius, quelles que soient les conditions extérieures. Un détail qui surprend les visiteurs est que les nénets ne retirent pas leurs bottes avant de dormir. Les bottes en peau de renne ne servent pas seulement au voyage, mais constituent une couche d'isolation essentielle contre le froid. Les pieds perdent la chaleur plus vite que toute autre partie du corps. Une fois refroidis, l'épuisement se propage rapidement. Pour cette raison, dormir avec ses bottes est une nécessité pour survivre. Lorsqu'un blizzard éclate, le repos devient fragile. Des vents puissants secouent l'armature de la tente et une neige fine s'infiltre par les coutures des peaux de renne, se déposant sur les couvertures et les vêtements. Ces nuits-là, les nénets portent autant de couches que possible avant de s'allonger, prêts à partir si les poteaux se brisent ou si les cordes cèdent. Ici, le sommeil n'est jamais une échappatoire. Il existe avec la vigilance, le hurlement du vent, le craquement de la glace et le vacillement du feu entre la chaleur et l'obscurité arctique. Numéro 9. Dormir avec ses bottes pour éviter de mourir de froid. Sur la péninsule de Yamal, le rythme de la vie dans une famille nénette commence avec la femme. Elle se réveille la première dans la tente lorsque le feu n'est plus que braise après une longue nuit glaciale. Sa première tâche n'est pas de préparer la nourriture, mais de raviver les flammes, car si le feu s'éteint, l'abri devient vite insupportable. Dans un froid pareil, certains dorment avec leurs bottes, prêts à réagir si un danger survient. Les femmes s'occupent de presque tout à l'intérieur de la tente. Elles cuisinent, s'occupent des enfants, sèchent et cousent les peaux de renne et réparent les vêtements abîmés pendant la migration. Ces responsabilités ne sont pas symboliques, elles sont nécessaires à la survie. Si les vêtements ne sont pas correctement fermés, le vent s'infiltre. Si les peaux ne sont pas bien traitées, les habits perdent leur capacité à retenir la chaleur. Lorsque casse la nuit, les derniers jours du cycle lunaire arrivent, la charge de travail devient plus lourde. Pendant que les hommes préparent les rênes et les traîneaux, les femmes démontent les tentes, roulent les peaux, fixent les cordes et organisent soigneusement les affaires, en veillant à emporter ce qu'il faut. Ni trop peu. Un objet mal placé peut retarder le départ ou créer un risque pendant le voyage. Même si elle ne décide pas du moment de migrer, elle veille à ce que la vie continue ensuite. Lorsque les enfants pleurent de froid ou que l'épuisement suit une journée difficile, les femmes maintiennent la tente chaude, offrent de la nourriture et préservent l'ordre. Pendant les tempêtes, lorsque le vent frappe et que les températures chutent, elles dorment légèrement. Si le feu faiblit, elles se lèvent les premières pour le raviver. À Yamal, la résilience ne dépend pas seulement des reines, mais aussi de mains silencieuses qui entretiennent la flamme. Numéro 10. Les femmes qui gardent la flamme vivante dans la famille. Pour les enfants nénets, l'enfance est indissociable de la vie nomade. Ils ne grandissent pas dans des salles de classe, mais au rythme de la famille et des troupeaux de rennes. Dès leur plus jeune âge, chaque enfant participe aux tâches quotidiennes façonnées par le genre et la force physique. Les garçons voyagent avec les hommes à travers la toundra,
apprenant à lire la neige, à fixer les harnais et à rassembler le troupeau lorsque le vent change. Les filles restent près des tentes, aidant les femmes à entretenir le feu, préparer les pots, cuisiner et s'occuper des plus jeunes. Pour rester sur les routes migratoires de leur peuple, les compétences de survie sont essentielles. Malgré le froid extrême, les enfants nénets paraissent souvent forts et en bonne santé. Une couche naturelle de graisse, combinée à d'épaisses fourrures de renne qui les enveloppent, aide à conserver efficacement la chaleur. Leurs joues rougissent sous les vents arctiques, leur visage pâle lumineux sur la blancheur de la toundra. Lorsque le travail s'interrompt, leurs joies sont simples. Ils courent sur la neige, jouent avec les chiens de traîneau, tombent, se relèvent et rient dans l'air glacé. Aux côtés du travail et du jeu, les enfants sont façonnés par la vision spirituelle de leur communauté. Ils ne suivent pas de religion organisée, mais préservent un ancien système de croyances polythéistes. Le feu, le vent, la terre et les animaux sont considérés comme porteurs d'esprit. Les rituels sont tissés dans la vie quotidienne plutôt que séparés dans des espaces sacrés. Les enfants ne sont pas de simples observateurs. Dès l'enfance, ils nouent des bandes de tissus aux branches comme offrandes, assistent aux sacrifices d'animaux et en mangent la viande dans le cadre de la cérémonie. Les chamans dirigent ces rites, censés relier les humains aux forces invisibles. Lorsqu'une personne souffre de détresse mentale, un feu est allumé la nuit et un rituel de purification a lieu à l'intérieur de la tente. Dans la lumière vacillante, les chants et les gestes rituels se mêlent à la vie quotidienne, devenant une part familière de l'éducation de chaque enfant nénètse. Cela leur enseigne le calme, le sens du devoir et l'endurance avant même qu'ils ne parlent. Numéro 11. Grandir au milieu de la glace et de la foi. Si vous restez assez longtemps à Yamal, vous commencez à comprendre que les nénètses ne dépendent pas de lois écrites. Ils vivent selon des règles non écrites de la toundra, transmises par la mémoire et l'expérience. Ces règles ne sont pas de simples traditions symboliques. Elles protègent l'ordre à l'intérieur de la tente, empêchent les reines de paniquer et évitent aux familles de commettre des erreurs mortelles dans une terre où une seule mauvaise décision peut coûter des vies et où chaque règle est mise à l'épreuve par l'hiver. À l'intérieur de la yourte, le feu est le centre physique, mais aussi la présence la plus respectée. Il n'est jamais traité comme un simple outil. Un visiteur qui rit excessivement, laisse tomber des objets près du foyer ou enjambe négligemment la place de quelqu'un est considéré comme irrespectueux. Dans un endroit où le vent peut détruire une tente en une seule nuit, une discipline discrète à l'intérieur devient le fondement de la survie. De nombreuses familles conservent certains objets qu'il est interdit de toucher. Il peut s'agir d'une corde nouée d'une manière précise, d'un paquet soigneusement attaché ou d'objets disposés sur le traîneau dans un ordre exact avant la migration. On ne pose pas beaucoup de questions et on n'ouvre jamais ces objets. Non parce qu'ils sont mystérieux, mais parce que certaines choses appartiennent au sacré. Le sacré ne s'explore pas par curiosité. Même l'abattage et la consommation de viande portent une signification rituelle. Avant un voyage difficile, ou lorsqu'ils demandent la permission aux forces invisibles, ils peuvent sacrifier un animal et le manger immédiatement. Ce n'est ni une mise en scène, ni une célébration. Les enfants grandissent en observant, apprenant que la survie exige un sacrifice et que chaque morceau de viande représente une chaleur gagnée. Une autre coutume qui semble étrange aux étrangers consiste à éviter de nommer directement les forces effrayantes. Les animaux sauvages, les tempêtes violentes et les événements imprévisibles sont décrits indirectement, comme si les nommer risquait de les attirer. Dans la longue obscurité arctique, on finit par croire que les mots ont du poids et que le silence peut être une protection. Numéro 12. Les règles non écrites du monde primordial. Pour les nénètses, l'éducation formelle ne se déroule pas sur la toundra. Lorsque les enfants atteignent l'âge scolaire, des hélicoptères se posent sur la neige ouverte et les emmènent loin de leur famille. Dès 6 ou 7 ans, beaucoup vivent dans des internats situés à des centaines de kilomètres. Là-bas, ils dorment dans des chambres chauffées, suivent des horaires stricts et étudient entièrement en russe. En classe, les enfants nénètes apprennent la lecture, l'écriture, les mathématiques et les compétences pratiques nécessaires pour fonctionner dans la société moderne. Pourtant, ces connaissances ne leur apprennent pas à lire la direction du vent, à reconnaître une glace fine ou à préparer des pots de renne. En même temps,
Les savoir-faire de survie transmis de génération en génération n'ont pas leur place dans les manuels scolaires. Les deux systèmes de connaissances coexistent, mais se rencontrent rarement. Des moins loin du foyer transforment peu à peu les liens familiaux. Lorsque les enfants reviennent pendant les vacances, certains ont du mal à se réadapter à la vie nomade. Dormir dans des tentes froides, se lever tôt avec le troupeau et vivre sans confort moderne peut sembler étrange. Les parents s'inquiètent en voyant leurs enfants perdre la maîtrise de compétences autrefois essentielles à la survie. Cependant, refuser l'école signifie fermer la porte au monde extérieur. Sans alphabétisation, les jeunes nénettes ne peuvent pas travailler au-delà de la toundra, communiquer efficacement avec les autorités, ni accéder aux soins de santé et aux technologies. L'éducation devient alors un équilibre délicat. Sur la péninsule de Yamal, la scolarisation ne concerne pas seulement l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Elle façonne discrètement une génération entre deux mondes. Suffisamment instruite pour partir, mais profondément liée à la toundra par la mémoire et l'identité. Numéro 13. L'internat est la génération entre deux mondes. Sur la péninsule de Yamal, même une blessure mineure peut rapidement devenir mortelle. Le monde extérieur se trouve à des centaines de kilomètres à travers la toundra ouverte, nécessitant souvent plusieurs jours de voyage. Ce que la société moderne considère comme des soins d'urgence n'existe presque pas ici. Les nénettes ne disposent pas de cliniques permanentes ni d'hôpitaux de campagne. Et pendant une grande partie de l'année, ils restent sans accès direct au système de santé de l'État. Lorsqu'une personne est blessée, la première réaction est toujours l'auto-traitement. Il s'appuie sur des connaissances traditionnelles. Envelopper les plaies avec de la peau de renne, immobiliser des os cassés avec du bois sculpté et appliquer de la graisse animale pour conserver la chaleur et réduire le risque d'hypothermie. Ces mesures ne visent pas à garantir une guérison complète, mais à gagner du temps et à faire confiance à la force du corps. Dans des températures bien en dessous de zéro pendant des mois, les plus grandes menaces ne sont pas seulement la douleur, mais la perte de chaleur et l'infection. Si la blessure s'aggrave, l'aide extérieure reste incertaine et lente. Appeler un hélicoptère est rare et dépend d'une communication stable. De nombreuses familles nénettes ne possèdent pas de téléphone ou dépendent d'appareils peu fiables, limités par l'autonomie des batteries et les conditions météorologiques sévères. Dans certaines situations, elles ne peuvent même pas signaler leur urgence. La dernière option est le transport en traîneau, s'il y en a un à proximité. Le trajet vers le centre médical le plus proche peut durer des heures, voire des jours, selon le vent, la neige et le terrain accidenté. Les rennes ne sont pas toujours utilisées pour ces missions, car la stabilité et la vitesse sont essentielles pour déplacer une personne blessée en toute sécurité sur la toundra gelée. Parfois, ils voyagent en silence, comptant les respirations, observant le givre se former lentement sur les cils. Numéro 14. Quand une blessure signifie l'isolement. Sur la péninsule de Yamal, l'hiver ne se contente pas de tester l'endurance. Il définit la manière dont les habitants affrontent la mort. À travers la toundra blanche et infinie, où les températures restent sous le point de congélation pendant des mois, la frontière entre la vie et la mort est fine et fragile. La mort arrive rarement avec fracas. Elle apparaît en silence, lorsque le corps s'affaiblit après des jours de voyage, lorsque le vent change soudainement, ou lorsqu'une petite erreur laisse quelqu'un trop longtemps à l'extérieur. Pour les nénettes, la mort n'est pas étrangère. Les enfants grandissent en entendant parler de ceux qui ne sont jamais revenus après des tempêtes de neige ou de rennes s'effondrant d'épuisement durant la migration. Ces récits ne sont pas destinés à effrayer, mais à enseigner. Ils transmettent des leçons sur les limites physiques, la lecture du climat et le moment où il faut s'arrêter. Lorsqu'une personne meurt en hiver, les événements ne suivent pas les coutumes modernes. Le sol gelé rend l'enterrement impossible. Les familles doivent souvent attendre que les conditions le permettent, protégeant le corps des animaux et du vent. Ce n'est pas de l'indifférence, mais l'acceptation des lois de la nature. Il n'y a pas de cérémonie élaborée sur la toundra hivernale. Tout se déroule en silence et avec pragmatisme. Très vite, l'attention revient aux troupeaux, aux tentes et à la route à suivre. La vie ne s'arrête pas longtemps, même après une perte. À Yamal, la survie passe toujours en premier. À travers le silence, les routines et l'étape suivante nécessaire. Et le voyage continue vers l'avant. Numéro 15. La vie, la mort et le partage sur la toundra.
Sur la péninsule de Yamal, le mode de vie des Nénètes ne suit pas une logique individuelle, mais repose sur des liens forts entre les familles nomades. Même des activités qui semblent créatives, comme les courses de rennes, expriment clairement cet esprit communautaire. Ces courses ne sont pas simplement une question de victoire ou de défaite. Elles sont des occasions rares pour des familles venant de régions éloignées de se rencontrer, d'échanger des expériences d'élevage et d'évaluer la santé de leurs animaux. Le prix peut être un renne en bonne santé, mais la valeur la plus importante réside dans le maintien des liens entre des groupes dispersés à travers la toundra. La pêche sur les rivières gelées est également rarement pratiquée seule. Lorsque la glace devient suffisamment épaisse, les familles partent ensemble, partageant les outils et se relayant pour percer la glace et tirer de lourds filets des eaux sombres en dessous. Les poissons capturés ne sont pas toujours conservés par un seul foyer. En période de pénurie, il est courant de partager la prise, car chacun sait que les circonstances peuvent s'inverser sans avertissement. Même des routines privées comme le bain révèlent cette interdépendance. Les tentes de bain ne sont montées que lorsque suffisamment de personnes peuvent rassembler du bois, allumer un feu et faire fondre de grandes quantités de neige. Le processus demande du temps et de la force. Les familles s'entraident donc, plutôt que de travailler séparément. Sans infrastructure permanente, la vie quotidienne dépend d'une coordination silencieuse. Toute personne quittant le camp informe les autres à l'avance, non par simple politesse, mais pour assurer la sécurité dans un environnement rude. À Yamal, le partage n'est pas un simple geste moral. C'est un système vital qui permet à la vie de perdurer à travers la toundra gelée. Spero davvero che il video di oggi ti sia piaciuto. In tal caso, ricordati di mettere mi piace e di iscriverti al canale così non perderai i prossimi contenuti entusiasmanti. Il tuo supporto è fondamentale e ci permette di continuare a creare video sempre migliori. Guarda anche il prossimo video che vedi sullo schermo, sono certo che sarà di tuo gradimento. Lascia pure un commento indicando il paese che vorresti vedere esplorato in futuro. Grazie di cuore per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.